Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains sur le plan cognitif ? Notre cerveau est capable de fabriquer des objets mentaux qui transcendent le monde sensible. Mais en même temps, il nous fait souffrir de dangers irréels. Pourquoi peut-on être intelligent, éduqué et se tromper lourdement au point de croire à des théories complotistes ou entrer dans des sectes ? Parce qu'avant, il y avait quoi ? Il y avait un bon Dieu surnaturel ou l'évolution. Les deux étant des théories. D'où vient notre propension à obéir à des interdits imaginaires et fabriquer des idéologies mortifères au lieu de choisir d'être libre ? Le phénomène de dissociation est la clé du processus. C'est un mécanisme de protection qui se déclenche en cas d'agression. Grâce à lui, la victime échappe à la douleur de ce qu'elle est en train de vivre. Un esprit dissocié s'anesthésie, au point même d'être capable de transformer sa perception de la réalité en son contraire. La dissociation existe parce que la conscience est un mécanisme d'association. Être en bonne santé mentale signifie être en capacité d'associer simultanément deux perceptions identiques et adéquates de la réalité. La dissociation n'est pas toujours un mécanisme de survie. En l'absence de contexte traumatique, elle peut être déclenchée volontairement chez une personne à la recherche d'une récompense hallucinogène. Ne sois pas si docile. Ne fais confiance à personne. Vous devriez être plus spontané. Les injonctions contradictoires déstabilisent les personnes qui les écoutent et abaissent leur performance intellectuelle. Parce qu'il est impossible d'associer ces messages entre eux, ils produisent un effet de sidération qui dissocie la perception de la réalité. Chez les mammifères, le sexe est parfaitement binaire. Notre cerveau est câblé pour différencier instantanément un homme d'une femme. Le discours transidentitaire est pétri d'injonctions contradictoires sidérantes, incompatibles avec la perception de la réalité. Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Une personne transidentifiée est un générateur portatif de distorsions cognitives. Ce phénomène anesthésie la perception de la réalité et produit de puissants effets hallucinogènes. Je suis ce que j'aurais dû être dès ma naissance. Donc cette étiquette de femme trans, à la limite, ça en est gênant parce que ça veut dire en fait oui que je ne serais pas une vraie femme, que je ne serais pas une femme. Alors c'est vrai que bon, il manque des éléments pour être totalement une vraie femme, mais il n'empêche que dans le genre, pour moi, je suis une fille. Depuis ma naissance, je m'en suis rendu compte vers l'âge de 4-5 ans. Donc voilà, pour moi, je suis une femme, un point, c'est tout. L'identification à une entité surnaturelle, transcendant les lois du monde sensible, est au fondement de toutes les sectes et mouvements religieux. Raël, bonsoir. Bonsoir. Alors ton vrai nom, c'est comment? Mon nom de naissance est Claude Vorillon. Claude Vorillon, Oui. ouais. Alors Raël, c'est un surnom d'une certaine façon. Raël, c'est le nom qui m'a été donné par ces êtres de l'espace que j'ai rencontrés, les Elohim. On va y venir. Profession de ton père, il faisait quoi? De père inconnu. Et ta mère? Ma mère, très gentille. Femme à la maison? Oui. Femme au foyer? Femme au foyer.
Alors tu dis être né de l'insémination de ta mère par un extraterrestre. Oui, j'ai appris ça quand j'avais... Les messages dissociants agissent sur le cerveau comme une drogue. Addictifs, ils permettent de prendre le contrôle de l'esprit d'une personne et lui faire faire n'importe quoi. Une personne dissociée peut être convaincue d'être un esprit né dans un mauvais corps. Dissociée de son corps, elle peut être facilement entraînée à subir de lourds traitements médicaux et chirurgicaux, de réassignation sexuelle, afin d'aligner son apparence physique à cet esprit transcendant. Dans les pays de l'Ouest, la population des jeunes transidentitaires ne cesse de croître, sous l'effet d'une puissante contagion sociale, amplifiée par l'addiction aux réseaux sociaux et 2 années de confinement mondial. Les jeunes filles qui désirent devenir des hommes sont aujourd'hui majoritaires, alors qu'elles étaient inexistantes il y a 10 ans. Le phénomène transidentitaire ne cesse de s'amplifier. Ses adeptes sont de plus en plus jeunes. Coming out trans, dysphorie, injection de testostérone, personne transgenre, transidentité de personnes FTM, dans ta culotte, comment ça se passe, testostérone. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Femme née dans le corps d'un homme. La première étape de la réassignation sexuelle consiste à prendre des hormones sexuelles contraires. D'une femme à l'autre, l'impact de la testostérone est très inégal, mais il est parfois spectaculaire. Au bout de 4 à 6 mois sous testostérone, la voix des femmes se masculinise de façon irréversible. Toute ma vie, je me suis sentie mal à l'aise dans mon corps de femme. Je me suis jamais sentie à ma place. Je suis vraiment heureux en fait. À chaque injection, j'ai l'impression en fait que je me rapproche de moi en fait. Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose qui a changé en moi. Les gens se trompent de moins en moins dans la rue. J'ai plus de seins, donc là pour l'instant j'ai un boléro, etc. pour les soins. Donc ça fait 10 mois à peu près, un petit peu plus, à quelques jours près. C'est vrai que je suis très émue du parcours que j'ai pu effectuer. Leurs cheveux se raréfient, tandis que la pilosité faciale et corporelle se développe. Si la génétique les y prédispose, une calvitie peut apparaître. La peau devient rugueuse, grasse et acnéique. What's going on, everybody? It's your boy Aiden here, and the theme of what just happened for the last 4 minutes of me trying to get my image very clear and perfect. La testostérone redistribue la masse graisseuse des femmes et renforce leur musculature, masculinisant leur silhouette. En revanche, la testostérone n'a aucun impact sur la stature. Les femmes transidentifiées hommes resteront beaucoup plus petites que la moyenne des hommes. Le bourgeon externe du clitoris se développe de quelques millimètres à quelques centimètres. Les seins, le vagin et l'utérus s'atrophient. Les menstruations s'arrêtent. Les muqueuses du vagin et de l'utérus deviennent fragiles et friables, ce qui peut entraîner des effets secondaires graves, allant jusqu'à la nécrose et la septicémie. L'administration prolongée d'hormones sexuelles contraires est toxique pour les organes reproducteurs. Elle entraîne une stérilité temporaire qui peut devenir définitive dans la durée. Face au risque élevé de développer un cancer, l'ablation des ovaires et de l'utérus est recommandée à échéance de 5 ans de prise de testostérone. Dans les faits, l'hystérectomie intervient souvent beaucoup plus tôt, car les douleurs sont insupportables. J'ai obtenu la LD. Après, je suis allé au planning familial de Grenoble, tout simplement parce que je ne voulais pas passer par un psy et un endoc. Ils sont habitués à recevoir des personnes trans, donc voilà, c'est plutôt safe. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'est parti pour l'hystérectomie. Oh, je me pose parce que je suis bien là comme ça. Enfin, on discutait un peu de mes futures opérations, etc. Et je lui ai dit que j'aimerais bien faire l'hystérectomie, surtout avec mes douleurs que j'ai en ce moment. Quand je les ai, je me tords des douleurs et c'est pas possible, quoi. Je peux plus rester comme ça. Elle m'a dit, si vous voulez, moi je la fais, j'ai l'habitude de faire cette opération, j'en fais tous les jours quasiment. Donc si vous voulez, je peux vous la faire, quoi. Du coup, je lui ai dit, oui, carrément. Les 2-3 jours suivant l'opération, ça a été dur psychologiquement. J'avais un peu un coup de blues. Je rentrais chez moi, j'avais pas... c'est pas la même ambiance qu'à l'hôpital, du coup, ça doit être pour ça que j'ai fait une crise d'angoisse, mais c'est la première fois que je faisais une aussi grosse crise d'angoisse. Ce qui est tragique, c'est que au sortir de cette opération, on sent la détresse et elle-même fait part en fait des réactions de son corps et elle sent l'anxiété, elle sent ses perceptions, elle dit elle-même qu'elle a une attaque de panique, une crise d'angoisse et ça c'est son corps qui lui parle, c'est son corps qui est traumatisé, elle vient de perdre son utérus, elle vient de subir une lourde opération et elle ne peut pas faire sens de ça en fait. Il y a le système de croyance du transgenrisme derrière elle. L'interprétation qu'elle fait de cette souffrance-là,
Pour elle, ça va être quelque chose de positif, une affirmation de son apparence. Et pour ça, elle se mutile. Il y a une dissociation traumatique qui est flagrante. Il y a le fait d'être coupée de ses propres perceptions, de ses sensations, de ses instincts. Elle est coupée d'elle-même, en fait, et dissociée de son propre corps. Finalement, le moi authentique, c'est que le paraître. Pour eux, c'est la manière dont ils apparaissent, la manière dont ils se voient sur l'écran, la manière dont les gens vont les percevoir et les aider à se percevoir eux-mêmes. Il y a une confusion entre être soi-même, entre s'accepter et se mutiler. I took testosterone. I've been on testosterone for 8 years. I am a boy, and your term just verified that. I am a transgender man, and a valid one. Fucking figure it out. You guys don't know what you're talking about. You don't get it, do you? Fuck your reality. Is testosterone what makes you a man? Fuck your reality. Is testosterone what makes you a man? Me saying I'm a man makes me a man. And whatever hormones I take makes me feel happy and confident. I would have killed myself without testosterone. Because I wasn't fucking happy. Because I didn't want to be a woman. I am a man. A transgendered man, and I'm valid. And I have a fucking pussy. Les symptômes de maladie mentale dépendent de la culture et de l'époque. Donc, la maladie mentale est fortement influencée par le milieu culturel. Et donc, il y a quelques années, on avait énormément de filles anorexiques. Maintenant, on a énormément de garçons anorexiques. Et les filles qui étaient anorexiques il y a 30 ans, ce sont plutôt elles qui se disent trans, en fait. Et donc, pourquoi? Parce que vous avez l'influence sociale, notamment par les réseaux sociaux, qui détermine le symptôme. En fait, à la base, vous avez un mal-être, et le mal-être va s'exprimer par différents symptômes en fonction de la personne, en fonction du milieu familial, en fonction du milieu culturel. Et donc, le symptôme en lui-même n'a pas d'importance. Ce qu'il faut rechercher, c'est la cause du mal-être. En psychiatrie, c'est comme ça que ça se passe. Les animaux passent leur existence à chercher de la nourriture, construire des abris, se séduire, se reproduire et élever leurs petits, tout comme nous. La différence fondamentale est que l'humain est le seul animal qui n'a plus de prédateurs. Parce que moi, toutes les personnes trans que je connaisse, la conviction d'être trans, elle est dès le plus jeune âge. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a jamais de questionnement chez les trans. Moi, je n'ai pas compris tout de suite parce qu'en fait, à l'époque, on n'en parlait pas. On m'avait dit, tu es un garçon, donc quand vous êtes petit, on le croit. Les garçons, c'est un zizi, une fille, les pépettes. Donc, quand vous êtes petit, vous vous basez sur ces critères assez basiques. Ce n'est pas seulement apprendre à mettre du vernis ou savoir choisir une jolie robe. C'est bien plus que ça. Pour moi, ça a été une expérience cathartique. Chez les hommes, les estrogènes provoquent une perte de libido, une diminution de la taille du pénis et des testicules et une fonte musculaire. La poitrine se développe et les masses graisseuses se redistribuent de façon plus féminine. Cependant, les estrogènes ont un impact bien moins féminisant sur la silhouette des hommes que la testostérone ne masculinise celle des femmes. Pour compenser, ils ont énormément recours à la chirurgie esthétique. Clairement, j'ai des hanches, vous pouvez le sentir, j'ai une taille beaucoup plus fine par rapport à mes hanches qui se sont développées. J'ai des cuisses très féminines, maintenant je trouve vraiment, genre tout s'est féminisé, j'ai des cuisses assez féminines, je prends au niveau des cuisses, des hanches et des fesses. These drugs are being used in the setting of profound scientific ignorance. You can't reassign sex, right? It's impossible. No one is born in the wrong body. It is essentially a cosmetic intervention for some root psychic distress, some psychological distress. Les influenceurs trans et les cliniques de genre communiquent comme si l'administration d'hormones sexuelles contraires modelait le corps d'un sexe à l'autre.
Il passe sous silence le fait que le noyau de chacune de nos cellules porte un cariotype mâle ou femelle, XY ou XX. Notre ADN est sexué. Chacune de nos cellules se comporte de façon sexuée, indépendamment de l'action des hormones. Sous l'influence de la testostérone, les cellules féminines ne réagissent pas comme des cellules masculines, mais de manière spécifique. De même pour les cellules mâles noyées d'estrogène. L'administration d'hormones sexuelles contraires n'exerce pas seulement une influence sur les organes génitaux et l'allure globale de la personne. Elle entraîne des réactions en chaîne sur le foie, le cœur, les artères, la densité osseuse, le cerveau et par cascade sur l'ensemble de l'organisme. It should be no surprise that if you take a male hormone and put it into female physiology at excess levels, that bad things are going to happen. So a woman taking testosterone has 4 times the odds of developing a heart attack than a woman who is not. It's twice the risk of the male rate. So men taking estrogen will develop blood clots and strokes at 2 to 3 times the rate of men not taking estrogen and women. Les hommes sous estrogène ont 2 à 3 fois plus de risques de développer thrombose et infarctus. Le gain de poids est fréquent. Le risque de développer un cancer du sein augmente, et de façon encore plus significative, celui de développer un cancer du cerveau. L'androcure est un inhibiteur de testostérone. Ce médicament est impliqué dans l'augmentation du risque suicidaire chez les hommes transidentifiés femmes et l'apparition de cancer du cerveau. Sous androcure, le risque de développer un méningiome est multiplié par 7 pour les personnes traitées par de fortes doses sur une courte période. Après 5 ans de traitement, il est multiplié par 20. Donc maintenant, je vais préparer la zone. Les femmes sous testostérone font l'expérience d'une augmentation des globules rouges, une augmentation du cholestérol, des problèmes de vésicule biliaire, une surcharge pondérale et une élévation des enzymes du foie. La testostérone contribue à l'apparition de diabète de type 2 et une augmentation de 300% des risques cardiovasculaires, hypertension, formation de caillots sanguins et infarctus. Le problème, c'est l'absence de base scientifique, de preuves thérapeutiques pour les mettre en application. Ce sont de toute façon, dans tous les cas, des traitements symptomatiques. Or, quand vous êtes devant un malade, la première chose que vous voulez faire en tant que médecin, c'est le guérir. C'est lui offrir un traitement thérapeutique qui va le guérir, un traitement curatif. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord de parler de thérapie de conversion quand on veut aider le patient à se réconcilier avec son sexe de naissance. Aider un patient à se réconcilier avec son sexe de naissance, c'est un traitement curatif. Quand on ne peut offrir à un patient un traitement curatif, on doit se résigner à lui offrir un traitement symptomatique. Dans le cas des thérapies de réassignation sexuelle, le traitement symptomatique est très lourd et complètement irréversible. Et donc, il faut avoir des bases scientifiques, des preuves scientifiques extrêmement convaincantes avant de passer à ce traitement symptomatique, parce qu'en plus, un traitement symptomatique ne va pas guérir la cause, ne va pas enlever la cause du mal-être. Et donc, en général, quand on traite un patient par un traitement symptomatique, le patient continue à aller mal. On ne fait que enlever le symptôme. Enlever le symptôme par un traitement aussi lourd, c'est énorme, évidemment, parce que le patient continue à aller mal. Bonjour, mon Dieu Thomas. Je suis avec Karine Espinera et Arnaud Alexandrin, cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. La question trans, ou la perspective trans, grosso modo, il y avait jusqu'à présent à peu près 2 perspectives, 2 options, 2 positions, très largement antagoniques. C'est le regard jusqu'à présent en psychiatrie sur les trans.
Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis une femme transgenre. C'est un homme, je pense que c'est une question... De très nombreux humains sont perdus dans un univers mental, souffrant d'être déconnectés du monde réel. Hypnotisés par leurs propres pensées, ils ruminent en boucle des concepts dissociants qui les maintiennent dans un état second. L'expérience de femme trans, je me suis évidemment posé beaucoup la question de qu'est-ce qui fait un homme, qu'est-ce qui fait une femme. How are the terms man and woman and boy and girl defined? Well, that's a great question. So I did an undergrad and a master's in gender studies, and I don't know if I could even tell you that, right? Because part of it is you cannot get away from social constructionism and language, right? L'idée de l'homme enceinte, c'est quelque chose qui est profondément sidérant. Alors déjà, être enceinte, c'est lié intrinsèquement à la condition d'être une femme. Seules les femmes peuvent être enceintes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on nous dit il y a un homme enceint ou un homme vient d'accoucher? Que je sache, l'enfant n'est pas sorti par le pénis, il est sorti par les organes sexuels d'une femme qui a donc probablement fait une transition et puis heureusement, elle a arrêté suffisamment tôt pour ne pas être définitivement stérile, parce que ce sont des traitements qui rendent stériles, ce sont des traitements qui castrent et qui rendent stériles. Donc une femme qui va, après une transition, être enceinte et prétendre être un homme enceint, c'est un énorme mensonge. C'est juste une femme qui fait ce que font beaucoup de femmes, la plupart des femmes même, elle va donner naissance à un enfant. Simplement, pendant un temps, elle aura pris de la testostérone, ce qui va lui donner certains traits caractéristiques qui font penser qu'elle serait un homme. Elle va par exemple avoir de la barbe, ou elle aura fait couper ses seins, elle aura la voix qui aura mué, mais elle aura obligatoirement arrêté la testostérone pour être enceinte. Si elle est enceinte, c'est parce qu'elle est une femme. I'm the pregnant one. Yes, I'm a man. And I'm just hungry. Ces protocoles dangereux sont effectués dans un état de profonde ignorance scientifique, sans compter que personne ne connaît l'impact sur le nourrisson de la gestation dans l'utérus d'une mère préalablement gavée de testostérone. On peut tout à fait parler du mot enceint, c'est le mot approprié d'une grossesse au masculin. Mon genre assigné à la naissance est un genre fille. J'ai changé de genre en 2005. On peut changer d'état civil aujourd'hui sans stérilisation et sans ablation de l'appareil reproducteur. Donc oui, j'ai le droit et j'avais le droit d'être enceinte. Au cours de cette interview, Ali explique avoir fait du yo-yo pendant de longues années avec son traitement hormonal, l'interrompant de façon périodique, ce qui lui a permis à sa grande surprise de conserver sa fertilité. Le concept d'homme enceint est un double mensonge. La réalité, c'est que la testostérone rend les femmes stériles. Alors, le gros paradoxe, c'est qu'en plus, on en entend parler tout le temps de ces hommes enceints. Enfin, il n'y en a quand même pas des millions, mais par contre, si jamais on dit madame à quelqu'un qui prétend être un homme, c'est quelqu'un qui va convulser et nous traiter de transphobe. C'est presque mortel de dire wow, tu m'as dit madame, alors que quoi de plus féminin que la grossesse, que l'accouchement, que cette relation qu'une mère va entretenir avec son bébé, il n'y a rien de plus féminin. Donc en fait, comment est-ce qu'elles peuvent supporter ça si elles ne supportent même pas d'être appelées madame? Et puis comme d'habitude, finalement, quand on parle des hommes trans, ces fameux hommes trans, c'est pour des questions liées à la maternité. On ramène toujours le corps des femmes à ce pourquoi elles sont en permanence opprimées, c'est-à-dire la capacité à enfanter. Les animaux construisent des abris, utilisent des outils et peuvent résoudre des problèmes relativement complexes. Les humains sont les seuls animaux capables de fabriquer des objets mentaux abstraits, déconnectés de l'expérience sensible, et de les traiter comme s'ils étaient réels.
L'identification à un concept surnaturel, supérieur à la finitude du monde sensible, est au fondement de toutes les sectes, toutes les religions. La culture humaine fabrique de nouvelles idéologies tous les 25 ans. Elles s'y accrochent parce qu'elles produisent de puissants effets hallucinogènes et permettent de fermer les yeux sur la réalité de notre propre finitude. L'humain est le seul animal qui combat sa perception du monde sensible, préférant se shooter à la dissociation plutôt que de vivre pleinement, ici et maintenant. J'accueille qui je suis au fond, profondément. Today is Transgender Day of Visibility. My name is Reverend Bingo Allison and I am a non-binary transgender priest in the Church of England. Un binder, c'est donc un accessoire qui permet d'aplatir la poitrine pour donner l'illusion d'un torse plat. Il est donc essentiellement utilisé par les personnes transmasculines, donc comme moi, parce que grâce à ça, ça nous donne un torse plus plat et donc on est plus facilement apparenté au genre masculin. Je sais que c'est pas toujours évident, essayez au maximum de respecter les consignes de sécurité parce qu'elles sont vraiment importantes pour votre santé. A savoir qu'il ne faut pas porter plus de 8 heures d'affilée un binder, donc dès que vous pouvez faire une pause, dès que vous rentrez chez vous, enlevez-le. Si vous rentrez même juste le midi pour une demi-heure, 1 heure, enlevez-le. Ça coûte rien, ça permet de respirer un peu, on met son t-shirt de pyjama pour 1 heure et ça fait pas de mal. Surtout, on ne dort pas avec non plus et on ne fait pas de sport avec. Si vous ne respectez pas correctement ces consignes de sécurité, sur le long terme vous verrez que ça vous posera des problèmes, notamment des problèmes de respiration et ou des douleurs au dos également. Au début du XXe siècle, la libération des femmes est passée par l'abandon du corset, qui entravait la respiration et les mouvements. Aujourd'hui, les transidentitaires font la promotion de ces corsets d'un nouveau genre, destinés à écraser les seins, en prélude à leur ablation. Les binders déforment les seins, ils entraînent des problèmes de dos, des lésions tissulaires, musculaires et respiratoires, parfois même des fractures de côte. Lay it down like that while the tape is still slack, right? And then while it's slack with no tension, just smooth it out. J'ai pas spécialement voulu aller au plus cher et au plus réputé dans la communauté trans parce que je trouve que c'est un chirurgien qui profite d'augmenter les tarifs étant donné qu'en ce moment, entre guillemets, il y a beaucoup de demandes. I didn't talk about the importance of the whole as part of the effort. This certainly is work that I very much believe in, but it's also work that everybody's work is part of. Part of my every conversation I deeply believe in as well. We've got 3 members of the community that are on our team, and all the sisters are really talk about. Dès lors qu'elles ont sacrifié leur sein, les femmes transidentifiées hommes peuvent exhiber leur torse nu sur les réseaux sociaux. Hélas, nombre d'entre elles passent entre les mains de chirurgiens novices, attirés par ce business très lucratif. Beaucoup perdent leurs tétons et font l'expérience d'une véritable boucherie. Des comportements homosexuels ont été observés dans la plupart des espèces animales. Les humains sont la seule espèce à les réprimer, par des peines de prison, des condamnations à mort ou encore la castration chimique et chirurgicale. Dans les pays de l'Ouest, la tendance est désormais de s'identifier du reste de la population au moyen d'attributs très voyants. Quantum physics is this incredible sect of physics which basically
With like Newtonian physics, I think of it as like heteronormative physics, where it's basically like, what are the fixed universal principles that govern the world? Quantum physics is equally a real sect of physics that basically looks at subatomic particles, so the very smallest things in our universe, not like the macro things, and they contradict basically everything that Newtonian physics shows us. We will not let fear win. A world without trans people has never existed. A world without drag has never existed, and it never will. Queer people have always been here amongst us. Je me considère comme une femme. En gros, je suis une femme. Je suis une personne transgenre. C'est-à-dire que... Ça fait exactement 1 an que j'ai fait ma vaginoplastie. Je me suis beaucoup intéressée à la transidentité. J'ai regardé énormément de vidéos de personnes FTM et aussi des MTF. La vidéo évidemment sur la transidentité parce qu'effectivement je ne sais faire que ça et de toute façon vous n'êtes venu que pour ça donc... Au début de la transition j'ai pris un bloqueur testostérone, du coup au niveau de la libido j'avais absolument rien. Là encore une fois c'est du bon sens mais parce qu'on est trans le bon sens il disparaît. Confortés dans leur démarche par le discours ambigu des cliniques de réassignation sexuelle, la plupart des jeunes transidentitaires croient dur comme fer qu'il est réellement possible de changer de sexe. Ils rêvent de se faire fabriquer sur mesure un pénis ou un vagin fonctionnel, comme on choisirait une voiture, avec des options. Ma vaginoplastie. Alors c'est pas le jour J, mon opération c'est le 7 décembre. Salut, c'est Thomas, aujourd'hui je vais parler de la phalloplastie et de la métodioplastie, plus précisément savoir comment effectuer son choix quand on hésite entre les deux. La réalité, c'est qu'aucune chirurgie ne permet la fabrication d'un sexe d'homme sur le corps d'une femme, ou réciproquement. Ces néo-organes ne sont que de médiocres ersatz non fonctionnels, obtenus au prix de la destruction du sexe biologique. La testostérone fait grossir le bourgeon externe du clitoris de quelques millimètres à quelques centimètres, au prix d'une souffrance importante et d'une perte de sensibilité. Here's your pair of pants, here's nothing, and then all of a sudden, boom, and it's rubbing against your pants and underwear all day, just walking around back and forth. It's painful. It's not like sensitive in the fun way. No, it's like any type of touch is not fun. Pourquoi j'ai fait une méta et pas une phallo? Déjà, ça parle beaucoup au niveau des complications. Ah, moi je vais faire une méta parce qu'il y a moins de complications. La métoïdioplastie consiste à couper le ligament reliant les petites lèvres pour allonger le clitoris et réaliser un micro-pénis de 5 à 6 cm qui n'a aucune capacité érectile et qui se rétractera au bout de quelques mois. Donc je fais une petite vidéo récapitulative de mes rendez-vous pour la phalloplastie. La phalloplastie est l'opération qui colle le plus à l'idéal du stéréotype sexuel masculin, avoir l'apparence d'un gros pénis. Pour ce faire, les chirurgiens prélèvent la peau, la graisse, les veines et les nerfs d'un avant-bras, ce qui entraîne une cicatrice énorme, ainsi qu'une perte fonctionnelle importante et définitive, au niveau du bras et de la main d'honneur. This is just a video of the first time that I saw my arm after surgery, and Dr. Kind was changing my dressing and kind of giving me instructions on what to do with it. Le professeur Desgrands-Champs commence la dissection du vagin. Ça, c'est la paroi du vagin qu'on enlève petit à petit, on s'enfonce doucement au contact du vagin. Donc le début est un petit peu difficile pour trouver le plan, puis après ça se libère de mieux en mieux. On retire le vagin parce que le vagin c'est une muqueuse et ça continue de sécréter. Même si on le fermait par exemple, ça continuerait de sécréter, ça peut faire des kystes et des infections après. Donc il faut enlever toute la muqueuse qui est vivante, enfin, qui est viable. Progressivement, le professeur Desgrands-Champs recoue les petites lèvres pour former le canal de l'urètre. Pendant ce temps, le docteur Binder a totalement détaché le lambeau. Il a prélevé la totalité de la peau et de la graisse sur les 3/4 de l'avant-bras jusqu'aux muscles. Là, il est complètement libéré. C'est la face profonde du lambeau. Comme ça, donc il reste attaché là par les vaisseaux à la bâche qu'on va laisser le temps de le modeler.
On les coupera juste à la fin quand tout sera fini et que ça sera prêt en bas. Le pénis va pouvoir maintenant être modelé. Dans un premier temps, le chirurgien coud une première partie du lambeau autour d'une sonde, ce qui va former le canal de l'urètre. La peau est roulée sur elle-même pour former un boudin graisseux dans lequel on insère un tube et une pompe destinée à simuler une érection. La présence résiduelle de poils dans l'urètre entraîne de fréquentes complications, infections et nécroses. La réparation de l'avant-bras nécessite souvent une greffe de peau de la cuisse. Ces opérations sont réalisées après une hystérectomie. Pour diminuer le risque de nécrose et de cancer, la muqueuse du vagin est extraite par exérèse et le canal vaginal obturé. Le clitoris peut être enfoui dans le boudin graisseux, mais la plupart du temps il est retiré pour ne conserver que le nerf. La phalloplastie s'accompagne donc d'une excision du clitoris. Moi, en tant que femme, je me sens extrêmement insultée quand un homme me dit je me suis fait couper le pénis, j'ai un trou, je suis donc une femme. Et de la même façon, une jeune fille qui se fait greffer un bout de chair entre les jambes peut pas prétendre être un homme. Enfin, c'est grotesque, c'est même très insultant en fait. La création d'un phallus, enfin d'un phallus artificiel, hein, d'un bout de chair flasque entre les cuisses des filles qui veulent devenir des garçons, c'est une mutilation sexuelle. Il faut gommer, effacer et donc racler ce qui était avant un vagin. Il faut exciser le clitoris pour pouvoir ensuite raccorder des morceaux de chair qui seront prélevés sur le corps et qui d'ailleurs rendront la personne handicapée souvent, la jeune femme. Ce sera renoncer à son bras, par exemple, pour avoir un morceau de chair qui, la plupart du temps, d'ailleurs, connaîtra beaucoup de problèmes. Il faut savoir quand même que les jeunes filles qui ont un phallus artificiel sont, pour plus d'un tiers d'entre elles, incontinentes urinaires. Et évidemment, ce ne sera jamais un phallus au sens sexuel. Ce sont des jeunes filles qui n'auront pas de sexualité et pas de plaisir, en tout cas, par ce morceau qui ne sera pas innervé. Mac McClelland, une journaliste souffrant de troubles psychiatriques, avait organisé le simulacre de son propre viol, afin, disait-elle, de se guérir d'un stress post-traumatique. Quelque temps plus tard, la voici qui clame en une du New Yorker. « J'avais besoin d'un pénis pour être pleinement moi-même. » Sans surprise, la phalloplastie s'accompagne d'une diminution, voire d'une disparition complète des sensations sexuelles, un phénomène que les transactivistes eux-mêmes admettent à demi-mot. There is a little bit of give and take when it comes to this surgery. It's like not, it's a little bit dulled, or a lot bit dulled compared to what it was before. You know, pre-surgery, it's like sensation is great, it's amazing, that sort of thing. Post-op, it's great, but it's dulled. But I feel like there's a little bit of a balance of sacrifice. So if you're someone who, let's say, okay, for me, for example, sensation is great, insecurity, not so great, getting off, not so great. So it kind of balances it out, where now I'm aligned, things are, you know, connecting with my brain. I don't feel as self-conscious. Therefore, to me, like the sensation sacrifice is worth it, and it balances out because, you know, when you feel really self-conscious about something, it's not so great feeling. So think about it. This is something to consider when you are going into the surgery. If sensation is really important to you, and you're not super insecure about things, then maybe don't go for phalloplasty. Maybe metodioplasty is something that would be more preferable for you, or maybe nothing at all. It's all your decision. There's tons of things to weigh your pro and cons list about. I was definitely more set on being able to stand to pee and size and aesthetic overall, so that's kind of basically why I went the route I did, and I think that although sensation is not as good as it was pre-surgery, like it balances out for me. So that could be you too, could be not, I don't know, moving on. La difficulté à relier les nerfs d'une zone aussi complexe et fragile entraîne des complications post-opératoires aussi fréquentes que prévisibles. Fistules, douleurs, anorgasmie, perte de sensibilité et perte fonctionnelle au niveau du bras et de la main donneur, incontinence urinaire, infections à répétition nécessitant des doses massives d'antibiotiques, nécrose des faux phallus et pour certains stomatotomie sont des complications fréquentes.
Dans les choses importantes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les jeunes femmes qui transitionnent, la plupart du temps, très souvent en tout cas, elles ont été victimes de violences sexuelles. Et donc en fait, refuser d'être une femme, c'est refuser d'habiter ce corps qui a été violenté parce que ce sont des jeunes femmes et dans un monde où la misogynie imprègne toutes les relations sociales. Donc, ces jeunes femmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'avoir leur trauma pris en charge, notamment par des psys, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va leur proposer de les stériliser, on va leur proposer d'être castrées, on va leur proposer d'être mutilées. Autrement dit, on va encore les agresser alors que ce dont elles ont besoin, c'est d'aide. On a besoin de changer la société, on a besoin d'aider les femmes et les jeunes femmes victimes et les enfants en général victimes. On n'a pas besoin de couper leur sein, de mutiler leur corps ou de les rendre handicapés. C'est une violence qui s'ajoute à une violence. C'est insupportable. We now have children's hospitals all over Europe, halting and banning. Avant sa transition, Scott Nugent était une mère lesbienne de 3 enfants. Une phalloplastie catastrophique l'a conduit aux portes de la mort. Ayant réchappé de peu à une septicémie, elle est aujourd'hui en croisade contre les traitements de réassignation sexuelle. How can kids see around the corners when you parents have no idea what medical transitioning is? When I was told that I would live, I decided to sue the surgeon. The experimental procedure, he used 6 inches of hair and put it on the inside of my urethra. For 17 months, I had infection after infection after infection. I have an arm that I can't use. He charged me over $257,000 for this surgery. I have over $900,000 in complications from this surgery. Yeah. I spent 17 months on a bathroom floor crying, not sleeping. I mean, it was horrible. Horrible. And I remember, call it God, whatever you want. I remember sitting on that bathroom floor and I said, if you allow me to live and be here for my kids, I guarantee you, I will be here for other kids. So this has nothing to do with religion. This has to do with we are tearing apart our children and we are scared of the bigotry word. Well, jump in my shoes for a second. This needs to stop. This needs to stop. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut. Ça fait super longtemps que je me suis pas levé et je suis trop content. Genre je me suis levé et genre j'ai pas saigné, d'habitude je pisse le sang et ça veut dire que je retourne me faire opérer et là ça pisse pas du tout le sang. C'était hyper dur, j'ai l'impression d'avoir couru le marathon de ma vie, je suis juste allé de là à là. Et j'espère vraiment que je vais sortir et que tout va bien se passer par la suite et que ça va tout se refermer le plus rapidement possible, que je puisse enfin me reposer parce que je vous jure que c'était l'expérience la plus difficile de ma vie. Ouais, vraiment, y a pas plus difficile que ça en fait. Enfin, c'était vraiment hyper chaud quoi. L'influenceuse trans Crazy Den est devenue bien malgré elle l'incarnation de cette boucherie. Annoncée à grand renfort de publicité sur son site, qui est une véritable vitrine pour la trans-industrie, sa phalloplastie a nécessité 5 retours en urgence, en salle d'opération, pour réparer un urètre qui ne cessait de rompre. Un nerf endommagé de son avant-bras d'honneur a nécessité une greffe de peau de la cuisse, l'administration de fortes doses d'antidouleurs et plusieurs séjours en caisson hyperbare pour favoriser la cicatrisation. J+42, tout va bien. Pas de changement, je suis en bonne voie. Je suis épuisé et j'ai vraiment envie de rentrer. 42 jours d'hospitalisation pour uriner debout. Les phalloplasties présentent près de 70% de complications post-opératoires gravissimes. En dépit de cela, les demandes ne cessent de croître. Les services de réassignation sexuelle annoncent jusqu'à 7 ans d'attente pour une phalloplastie.
Dans la nature, les mâles doivent faire la compétition avec les autres mâles pour avoir le droit de se reproduire. Ces combats, rarement mortels, servent à établir une hiérarchie. Seuls les champions pourront séduire les femelles à condition qu'elles le désirent. Le statut des vainqueurs est aléatoire et constamment remis en question. But I even got abused in my doctor's waiting room. My doctor's response was, well, you chose to do this, so you're going to have to get used to it. Which, first of all, shows he knows nothing about being trans, because you certainly don't choose it. And secondly, that he had no empathy as a human being. And then my partner got pregnant. And the plan was that our child would have 2 mothers from the day they were born, which back in 2000 was unheard of, especially if one of them was trans. You're gonna give me my fucking money back. Excuse me, sir. There's a young man in here. And you're watching Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. I can call the police if you'd like me to. You need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was a general. Right beforehand, you fucking said sir. Sir? Okay. Motherfucker, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you a fucking sir. Chez les humains, à l'ère du patriarcat, tous les mâles, y compris les plus faibles, ont la prétention de pouvoir se reproduire sans avoir à combattre pour prouver leur valeur. Beaucoup n'hésitent pas à frapper les femelles pour les contraindre à l'accouplement. Certains se déguisent même en femelles pour parvenir à leur fin. Suggestion seems to be that a man, a sexually predatory man, would dress as a woman with the sole intention to gain access to a women's If you refuge. were a predatory man, why wouldn't you actually try to do that? But I think that's a preposterous suggestion. Is it, though? Is it? I can't. We've already had male rapists identifying as women to try and get into female prisons. A, for an easier time, and B, because then they're surrounded by women. Yeah, it's happened. Well, they identify as female in prison, but they are transgender prisoners. We're not suggesting that they're men. Fascinés par le phénomène transgenre, les médias s'obstinent à vendre du rêve, celui d'un homme transhumain, au point d'incarner l'idéal absolu du stéréotype sexuel féminin. La création d'un néovagin est la dernière étape de ce long parcours chirurgical, le sacrifice ultime pour passer définitivement de l'autre côté du miroir. Les associations transactivistes s'évertuent à présenter la vaginoplastie comme un simple jeu de mécano-chirurgical, présentant peu d'effets secondaires. Les professionnels de la réassignation sexuelle affirment être en capacité de transformer les organes génitaux masculins en un sexe féminin attrayant et fonctionnel, sensible et procurant des sensations sexuelles satisfaisantes. Bottom surgery is a nice surgery in that we tend to get very good results when it comes to sexual function. And indeed, in the literature, when we look at satisfaction scores, patients, once all is said and done, oftentimes tend to have very high satisfaction scores after bottom surgery, after they healed. So we're seeing about 90% of male to female bottom surgery patients have good scores when it comes to sexual satisfaction. Une vaginoplastie, ça consiste à enlever la verge dont les personnes ne veulent plus, mais en conservant un maximum de tissu pour permettre d'avoir des orgasmes. Ces informations sont relayées sur la toile par les influenceurs trans les plus téméraires, déterminés à tenir en haleine l'attention de leurs fans. J'ai tant de choses à vous dire. Déjà, waouh, j'ai un vagin. Par contre, j'ai beaucoup de mal à avoir des orgasmes comme j'avais avant, mais je pense que ça va venir. Voilà, parce que c'est vraiment une autre pratique pour le coup, hein. Donc voilà, faut amener les choses différemment. Mais voilà, j'ai pas encore eu d'orgasme. De toute façon, je vous tiendrai au courant si il est vraiment, si j'arrive vraiment à le faire fonctionner comme ce que j'espère. Mais en tout cas, la sensibilité est bien là. La création d'une cavité néovaginale est réalisée par inversion pénienne. L'opération consiste à couper le pénis et le retourner pour l'inverser et créer une cavité artificielle. Un morceau d'intestin est utilisé pour fabriquer la paroi du néovagin. Certains téméraires effectuent l'opération avec de la peau de poisson tilapia ou un vagin prélevé sur un cadavre. Contrairement à un véritable vagin, la cavité obtenue n'est pas un muscle élastique et ne lubrifie pas naturellement.
Le gland est rattaché à la base du pénis pour simuler le bourgeon externe du clitoris. En revanche, les structures internes profondes du clitoris, qui entrent en action dans le plaisir vaginal féminin, n'existent pas. S'agissant d'une muqueuse anale, le néovagin émettra des mauvaises odeurs persistantes. Souvent, des poils de la peau du pénis poussent à l'intérieur, entraînant infection et nécrose. L'organisme traite cette cavité artificielle comme une plaie et cherchera constamment à la refermer. Et là, au moment de faire la deuxième dilatation, il y a ma cavité vaginale qui est ressortie. Donc il faut savoir que ça, c'est un truc qui arrive jamais. De base, ça arrivait qu'à 4 personnes sur 100 opérations avec mon chirurgien. Et il fallait absolument que ça tombe sur moi. Et du coup, ça veut dire que je dois repasser au bloc et me refaire opérer et repartir pour une semaine à l'hôpital. Voilà. Donc bon, ça commence un peu à me casser les couilles. Je vous avoue que là, je suis en train de saturer. Mais bon, c'est super. Je m'attendais à ce que ce soit monté à la vaginoplastie, mais alors là, par contre, genre, à ce point-là, genre, bref. La chirurgie de réassignation sexuelle qu'on appelle vaginoplastie, c'est une chirurgie de conformité. On inverse le pénis d'un homme pour en faire un vagin. On utilise la peau et le prépuce pour recréer donc les lèvres, ce qu'on appelle une néovulve et un néovagin. Soyons clairs, quoi. Déjà d'une, on ne change pas de sexe, c'est de la conformité. On va vers l'apparence physique du sexe opposé, mais surtout, on va dire les sensations. L'orgasme, il est surtout vécu, j'ai envie de dire pour beaucoup à travers le fantasme. Il n'y a pas d'orgasme vaginal, tout simplement parce que ça reste une cavité qu'on a créée dans le corps spongieux de l'homme et qui est recouverte ou du moins tapissée d'une peau. Cette peau n'est pas une muqueuse, les sensations sont vraiment zéro. L'entretien du néovagin contraint les hommes trans identifiés femmes à porter chaque jour des dilatateurs pour l'empêcher de se refermer. No. Oh God, Lord. Alexa, tell me a joke. Deuxième complication, ça a été du coup une sorte de vaginisme, si je puis dire. En dilatateur, aujourd'hui, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, mais qui ne le disent pas forcément. Mais c'est-à-dire que mon dilatateur, en fait, il ne rentre pas entièrement, facilement. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment une bonne demi-heure pour qu'il rentre tout. C'est pas non plus des parois vaginales biologiques. Elles n'ont pas encore, peut-être pas cette élasticité. J'ai vraiment mon plancher pelvien, si vous voulez, qui bloque. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Au bout de 5-10 minutes, je peux rentrer vraiment ça. C'est pour ça que je vais voir une kiné qu'elle me dit vraiment comment faire. Le fond n'est pas assez facile d'accès, il faut du temps. Que en fait, si vous voulez, dans les rapports, le mec va pas attendre quoi. Hein, donc il faut que ça soit quand même assez fluide. Et la quatrième, c'est que maintenant, s'il y a une pénurie d'hormones en pharmacie, je deviens dépressive. Non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas de... du coup, on est un peu dépendante des hormones quoi. J'aimerais bien vivre sans pompe. Parce que du coup j'ai plus de testicules, donc ce qui fait que j'ai plus peut-être assez de testostérone, mais j'ai toujours mes glandes surrénales, donc je peux peut-être vivre sans hormones, je ne sais pas, à tester, je prendrai pas le risque, mais voilà, donc il y a quand même quelque chose en fait qui se rééquilibre de manière extérieure et pas intérieure. Donc ça m'embête un peu. Au niveau des douleurs, que ça soit au niveau des douleurs, parce que je vous parlais des douleurs, je n'ai vraiment plus de douleurs face à ça, que ça soit des douleurs face à mes cicatrices, des douleurs face au rapport. Si. Écoutez, je ne vais pas étaler ma vie sexuelle devant vous, mais au niveau des rapports, faites attention, ne stressez pas et tout va bien se passer. Si vous stressez comme moi, ça ne va pas passer. Vraiment, si vous avez des soucis par rapport à ça, n'ayez pas peur, c'est complètement normal. Il faut pas se stresser, il faut pas se mettre de pression, mais voilà, sachez que moi, j'ai eu quelques complications, parce que vous savez que je suis totalement honnête avec vous, j'ai eu quelques complications face à ça. Complications dites normales, pas des complications genre en mode waouh c'est mal fait, non, genre c'est juste que too tight and too bref. Et moi je sais que je suis une grande stressée de la vie, donc ça m'est arrivé même de chialer juste après, en mode pas chialer de mal, mais chialer en mode ça n'a pas fonctionné. Derrière le mythe du changement de sexe, la vérité c'est la quasi-absence de vie sexuelle et la nécessité d'entretenir à vie une plaie que le corps cherche à tout prix à refermer au moyen de dilatations très douloureuses. The folks that I see who are fortunate enough to have had no pelvic floor issues prior to surgery or after,
the biggest thing I see is they're not able to have an orgasm when they want to, or it's not as strong as they would like. They're not able to use their anatomy for pleasure. And is the need for dilation still as important? Yeah, definitely. Lifelong dilation is pretty much the rule. We've seen patients coming back even 20 plus years out from a vaginoplasty that have something happen in their life that they just don't dilate and are having sex for a year, and they will lose a lot of depth. Doesn't tend to be a width issue so much, but definitely will lose a lot of depth. So we do kind of say, you know, lifelong dilation if you want to maintain as much depth as possible. I never thought I would have such a hard time recovering. I thought, you know, I have so much people supporting me. I've never had any problems before. I'm going to be okay. I'm going to wake up from the surgery and recover normally like everyone else. But that did not happen. I had the toughest time at recovering ever. I was in so much pain to the point where I had to question myself. And for a moment, I asked myself, what am I doing to myself? Why am I going through this? Did I make a mistake? And at that point, I was regretting my surgery because of how badly I was in pain. And I don't think anyone will understand what I went through, except my roommate. I'm 21. I flew over to Montreal by myself and had this major surgery done. I'm not sitting here complaining to you guys. I know a lot of people would love the surgery, but I'm just telling you guys the truth. When it comes down to it, people make it sound so easy, but it is so hard. I lost so much blood that I thought I was going to die. I was in the recovery home and I cried every single night, calling my boyfriend and calling everyone I knew that I loved, because I thought I was going to die. Mais moi, je vais être très clair, c'est de la torture. Imaginez dilater tout en n'étant pas cicatrisé, parce que c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez dilater des plaies qui vont se cicatriser au fur et à mesure, des fois qui vont se rouvrir et qui vont aussi peut-être provoquer ce qu'on appelle de l'hypergranulation, donc de l'hypercicatrisation, qui pourront être des plaies béantes, qu'il faudra aussi traiter au nitrate d'argent. C'est une violence, aussi bien dans le geste, en ressenti corporel, parce qu'il y a beaucoup de douleur. Vous faites une cavité pour vous dire « Ah, bah, je suis comme une femme, j'ai un vagin. » Pour moi, qu'un néo-vagin est plutôt une plaie ou une plaie béante. Bah non, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Non. Non. Donc, on en revient toujours à la même chose. C'est de la conformité et d'autant plus qu'il n'y a pas de plaisir. La chirurgie d'inversion pénienne crée des hommes eunuques qui seront dépendants à vie du monde médical. Pour la plupart d'entre eux, la sexualité post-chirurgie est inexistante. Un résultat pourtant hautement prévisible. Almost none of the vaginoplasty patients that I see have any desire to utilize the canal for penetrative intercourse, either because they're just more comfortable, going rectally, or they, I have a lot of patients with vaginoplasty who only have partners with vulvas, and it's just penetrative intercourse has just never been really on the table. And now whether that's due to the difficulty of what you mentioned with erogenous stimulation post-op. But it is like you say, like it's the minority of people that are actually using their vaginal canals. I think a lot of people do need to have a vaginal canal to feel complete for themselves and to, have their dysphoria adequately relieved. But I think there are a lot of people over the years that have just gotten a vaginoplasty because that was what was available to them. And I would much rather do a vulvoplasty and have a small chance someone will want a vaginal canal in the future and do a slightly more complicated surgery than having the more common thing of a person that isn't really wanting the canal and doesn't use it and isn't doing a good job dilating, and then all of a sudden is having these pelvic floor issues and chronic discharge and infections, and it just becomes a huge mess. So I think it's better to just avoid those things unless they truly need them. And I would feel much better about a conversion canal than trying to take away a canal, which is very hard to do. So that's kind of my personal opinion, I guess.
Alors, il y a plusieurs effets secondaires possibles. En premier lieu, déjà les sensations. Déjà, se retrouver sans sensation sexuelle, donc dans les rapports. La deuxième, ça va être la sécheresse, donc vaginale ou vulvaire. Ensuite, les résidus de douleur au niveau de la zone pelvienne, tout ce qui a été créé en termes de lésions pendant l'opération, qui finalement ne s'est pas régénéré. Il y a aussi tout simplement, en étant comme moi aujourd'hui, au bout de 9 ans, bien cicatrisé, tout ce que vous voulez, la douleur dans le rapport. Ça ne reste pas naturel chez une personne trans d'avoir des rapports de cette façon-là. Il y a la douleur du siège. Nous, on a notre zone pelvienne, finalement, qui n'est pas adaptée. C'est quelque chose qui a été créé. Toute cette partie pelvienne et le muscle qui soutient la partie pelvienne est sujet aussi à des douleurs par la pénétration, parce que voilà, ça n'a pas été créé pour. La nature nous a pas donné ce corps pour faire l'amour de cette façon-là. Et enfin, il y a la douleur interne. Le néovagin reste une cavité. Je vais schématiser, c'est le fond d'une grotte. À un moment ou à un autre, le pénis de votre homme, voire les dilatateurs, se confrontent au mur de cette grotte. Chez la femme, ça, non seulement ça se dilate, ça se contracte tout seul, ça s'adapte à la forme du pénis. Chez la femme trans, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, j'ai envie de dire, chez la personne trans, pour moi, il n'y a pas de femme trans, quoi. Il y a des personnes en situation de transition, mais il n'y a pas d'homme trans et il n'y a pas de femme trans, quoi. Sans parler de tout l'aspect psychologique, vivre avec ce corps, on va dire, quand même mutilé. Donc, faut faire avec, et ça jusqu'à la fin de la vie. Donc, c'est vraiment une part des choses à faire et une réflexion vraiment à avoir, cette chirurgie. Je peux comprendre que beaucoup la regrettent, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui peut-être ne l'auraient pas fait, s'ils avaient su. The reason why I got SRS, sex reassignment surgery, was because of major gender dysphoria. When I was little, I hated seeing a penis attached to my body. I did not like it. Believe it or not, when I was young, I took a pair of scissors, stood in front of a mirror, and almost snipped off my penis. And that way the doctors would have to give me a vagina. All right? Now that I have a vagina, obviously I would love to use it, but I didn't know that I would not like it. It does not feel right. It does not feel good. It's painful. I don't know if I got botched inside, but for the few times I did have sex, I bled so much. I didn't like it. I've tried. I'm not being, oh my God, it hurts, I'm a wuss. No. Like, it actually hurts so bad. I can take a huge ass cock in my ass, no problem. But with the vagina, it's different. And you know what? I'm okay with that. I'm okay with not having penetrative sex in my vagina because I do much rather prefer it in the back door as a boy and as a girl. There's a reason why I don't dilate. I don't enjoy it. It doesn't feel right. It hurts. It truly, truly is so painful. There are so many women out there who have vaginas and they don't use it. And you know what? That's okay. Just because I had the sex change surgery doesn't mean I have to use it. I'm just glad my penis isn't there. That's all I have to say. Cette façon de faire l'amour pour nous est une façon déjà à apprivoiser, mais même en l'apprivoisant, n'est pas vraiment naturelle. Je le ressens presque tous les jours avec mon partenaire. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et plus que physiquement, psychiquement. Et cette part de psychique peut justement réactiver cette dysphorie pubertaire et sexuelle qu'on a. En tout cas, que moi j'éprouve depuis l'enfance, depuis l'adolescence, parce que moi je la situe depuis l'âge de 9 ans. Donc, ces actes peuvent se transformer en pensées suicidaires, tout simplement. Post-chirurgie et post-parcours au bout de 9 ans, tout en ayant un certain épanouissement. Je ne dis pas que j'arrive à vivre tous les jours, on me considère en tant que, je ne porte pas l'étiquette trans, au contraire, je ne fais pas du tout la pub, j'ai un épanouissement dans mon couple et dans la société et professionnellement. Mais ça n'empêche pas. La transition ne m'a pas transformé en femme. Je reste un homme transféminin, une personne qui allait vers les stéréotypes féminins pour essayer de se sentir mieux. Mais le mal-être reste là, même s'il est légèrement atténué. Plusieurs études font état de résultats similaires.
81% des hommes trans ayant subi une vaginoplastie éprouvent des douleurs chroniques des années après l'opération. Plus de la moitié d'entre eux rapportent des rapports sexuels douloureux. Un tiers d'entre eux sont incontinents. It's been a complete hell. My life has just went down the hill ever since I had so-called bottom surgery trying to be a woman. I wish I could go back and not have any surgeries or medical transition or take any hormones. To be honest, like, this transition has costed me so much of my health, both mental and physical, as certain relationships in my family. Les professionnels de la transindustrie justifient ces opérations destructrices par le risque de suicide. La réalité, c'est que les tentatives de suicide augmentent de 20% post-transition. Une fois l'opération réalisée, les patients sont livrés à eux-mêmes. La communauté trans rejette les porteurs de mauvaises nouvelles, ceux dont la réalité casse le mythe du changement de sexe. Certains font appel aux services de suicide assisté pour mettre fin à leur jour, comme Savannah Meadows au Canada et Nathan Verhelst en Belgique. I don't care if this is a rant, I'm beyond frustrated and mad with the system, with the so-called healthcare system. I'm not seeking gender-affirming care, I'm seeking medical care. I'm seeking answers as to why I'm experiencing pain when I dilate and pressure. It's very uncomfortable, and yet I'm supposed to settle for numbing cream. These maid assessors are such a joke. It had to take me to seek medical assistance in dying in order to be taken seriously. Par rapport au collectif, on a un cas très précis donc d'une personne qui, post-chirurgie, avait pris rendez-vous en Suisse directement pour s'euthanasier. Donc finalement, où la chirurgie n'a rien résolu, j'ai une amie en Alsace qui, elle, a essayé de se suicider. Moi, j'ai pas eu de tentative de suicide post-parcours. Par contre, les pensées restent trop régulières pour me dire que finalement, est-ce qu'il y avait besoin? Mon questionnement aujourd'hui, est-ce que finalement j'avais besoin de cette chirurgie? Finalement, est-ce que diagnostiquement, cette chirurgie était nécessaire pour enlever ces pensées? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à le savoir. Psychiquement, je suis toujours altéré, quoi. Et donc, cette altération me crée des idées d'en finir, tout simplement. Et donc, cela remet en question aussi cette chirurgie et par moments, globalement, le parcours, quoi. Peut-être il y a un autre moyen de faire que finalement faire une transition médicale et chirurgicale pour atténuer justement cette dysphorie pubertaire et finalement suicidaire, quoi. Dans la nature, les mâles sont contraints à la patience. Ils s'engagent dans des stratégies complexes pour séduire les femelles afin d'avoir une chance de se reproduire. There's no right way to be a woman, okay? Let's just go ahead and break that binary. Some women have facial hair. Some women shave their armpits. Some don't. Some men have vaginas. Some women have penises. Get over it. Dans l'espèce humaine, certains mâles se déguisent en femelles pour avoir un accès privilégié aux tout-petits et engager des relations sexuelles avec des êtres sexuellement immatures. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a... Yeah.
Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien vivant. C'est ça. C'était un énorme soulagement pour eux. Pourquoi c'était si important de t'appeler Stella? Parce que depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Depuis tout petit, je m'habille toujours, même quand je me sentais fille, je m'habillais toujours en masculin, etc. Et du coup, on me disait que j'étais un garçon manqué. Le tsunami transidentitaire engloutit des enfants de plus en plus jeunes. Les professionnels de la transindustrie se sont mis en tête de fabriquer des individus qui auront une apparence plus crédible dans l'autre sexe, parce qu'ils ne seront pas passés par la puberté de leur sexe biologique. Depuis quelques années, les traitements de réassignation sexuelle sont donc précédés de l'administration de bloqueurs de puberté. En France, les bloqueurs de puberté sont administrés dès l'âge de 11 ans, et parfois dès 8-9 ans, pour les enfants transitionnés socialement tout petits. What is normal? What is normal? It's 2022. No one knows what normal is at this point. Les bloqueurs de puberté entraînent la suppression des fonctions ovariennes et testiculaires. Pour cette raison, les mêmes molécules sont administrées aux hommes souffrant d'un cancer de la prostate. Elles sont utilisées avec parcimonie chez l'adulte cancéreux car leurs effets secondaires, bien connus, sont dévastateurs. Ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées pour la castration chimique des criminels sexuels. Depuis quelques années, partout dans le monde, les bloqueurs de puberté sont utilisés sur des enfants prépubères, sans autorisation de mise sur le marché, ni aucune étude comparative permettant de mesurer leurs effets sur le long terme. Les professionnels de la réassignation sexuelle les présentent comme une mise en pause de la puberté des enfants transidentifiés, le temps pour eux de cheminer dans leur réflexion identitaire et de choisir entre poursuivre leur transition ou bien revenir à leur sexe biologique. Leurs effets sont présentés aux parents comme anodins sur le plan somatique et entièrement réversibles. When they're that young, usually it'll end up being just hormone blockers, which are completely reversible. Completely reversible if they decide that's not what they want. But the thing is that actually going through puberty is so traumatic for some of these kids. It made me so detached from my body. And I can't undo that. I can't undo that. I can't undo the puberty that my body went through naturally. What do we want? Trans rights! When do we want them? Now! What do we want? Trans rights! When do we want them? Now! I do not like spending my free time asking adults to make good choices. God made me. God loves me for who I am, and God does not make mistakes. Bien avant le phénomène des enfants trans, les bloqueurs de puberté ont été prescrits pour retarder la puberté des enfants de petite taille, dans l'espoir de les faire grandir un peu. Effectivement, s'ils sont administrés sur une courte période, la puberté reprend son cours normal à l'arrêt du traitement. Malheureusement, aux États-Unis, plus de 10 000 signalements révélaient des effets secondaires tragiques. Une fragilité osseuse extrême, entraînant des écrasements de vertèbres, des remplacements de hanches, de fémurs, de mâchoires. Les victimes de ces traitements hasardeux se retrouvent à 25 ans, avec un squelette de nonagénaire qui s'effrite, et pour certains tombent littéralement en morceaux. Par ailleurs, il est important de distinguer le cas des enfants de petite taille, qui reprendront le cours normal de leur développement sexuel après la pause, de celui des enfants transidentifiés, qui enchaînent les bloqueurs de puberté, avec la prise d'hormones sexuelles contraires. On fait croire à ces jeunes qu'on peut changer de sexe, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout possible de changer de sexe. On peut simplement transformer un corps pour qu'il ressemble de près ou de loin à un corps du sexe opposé. Mais quand vous avez des gens qui viennent proposer à des enfants très jeunes, on parle de début d'école primaire, CP, CE1, quand on leur propose de réfléchir pour savoir s'ils se sentent bien dans leur sexe, parce que si ce n'est pas le cas, on va leur proposer de changer de sexe, ça c'est un mensonge pur et simple. Ces enfants croient toujours au Père Noël. Donc quand on leur dit, si vous êtes une fille, vous pouvez devenir un garçon et inversement, ils le croient.
Et ça, c'est de l'abus de pouvoir de la part des adultes sur des enfants. Parce que ces enfants-là, non seulement ils vous croient, mais ils n'ont aucune connaissance des conséquences de ce qui va leur arriver. C'est énorme. C'est insupportable d'entendre ce genre de discours fait à des enfants. En mai 2021, l'hôpital universitaire de Karolinska en Suède a choisi de cesser d'administrer les bloqueurs de puberté aux enfants dysphoriques en raison de la gravité des effets secondaires. Sur les 440 enfants ayant reçu un traitement hormonal à l'hôpital Karolinska, 13 d'entre eux ont subi des dommages corporels extrêmement graves et conduit certains au suicide. My advice is just be yourself and don't let anybody tell you who you are. L'ostéoporose est une pathologie osseuse de la personne âgée, consécutive à une carence hormonale. Des témoignages récurrents rapportent l'apparition d'ostéoporose chez des adolescents de 15 ans, placés sous bloqueur de puberté. L'idéologie du genre se heurte irrémédiablement au réel. La puberté n'a pas seulement un impact sur le sexe et la reproduction. Elle a des effets en cascade sur l'ensemble de l'organisme, à commencer par le développement du squelette et du cerveau. It's very expensive. It's so expensive, $1,000 a shot. I just am letting her be who she is. No blood? Do you feel the burn, Maxie? Plusieurs études suggèrent que les bloqueurs de puberté ont également des conséquences à long terme sur l'intelligence et la mémoire des enfants et adolescents. Leur QI diminue en moyenne de 7 à 8 points par rapport au groupe contrôle. Ceci n'est pas surprenant, sachant qu'en bloquant l'imprégnation hormonale de l'organisme, ces molécules mettent un point d'arrêt au développement du cerveau. Plusieurs études ont associé les bloqueurs de puberté à une augmentation statistiquement significative des pensées suicidaires et des comportements d'automutilation. Les filles en particulier montrent un risque accru d'anxiété et de dépression, des troubles du sommeil, parfois même l'apparition de symptômes psychotiques chez les patientes jusqu'alors en bonne santé mentale. I am still on HRT. I am not detransitioning or anything. Just my gender is a complete nightmare. I don't know what's going on with it right now. Hi, this is Dr. Christie. I just want to give a brief public service announcement. I feel a responsibility as a physician to be honest about puberty blockers and hormonal therapy in teenagers. This can lead to infertility, and I don't know if that's really well known. That means that you would never be able to have your own children. It really is important to go through puberty at your normal sex, as your normal sex, and at your normal rate, and not arrest that process. Give your body time to complete the process before you start changing things that could have long-term implications. So I want you to be smart about it. That's what I'm here for, help you out.
Dans la nature, les mères combattent en permanence pour protéger leurs petits. Garantes de leur survie jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se débrouiller seuls, elles leur apprennent à chasser ou à se défendre des prédateurs. Au XXIe siècle, des mères humaines sont fières de mutiler leurs petits et confient leur éducation à des prédateurs sexuels. Oh my God, I'm so excited. I want to share something with you guys that I've never told you guys before. I've always wanted to be able to lactate. And today, my doctor, after my EKG results, said that she's feeling confident enough to start me on this medication, Reglan. And it has some serious side effects, but I'm only going to be taking it for 2 weeks, up to 3 weeks possible. So within 2 weeks, I should be lactating. The rest is on me. Donc j'ai réussi à avoir des bloqueurs de puberté et à changer mon prénom sur ma carte d'identité. Tandis que la vague des enfants trans encourage les transitions de plus en plus précoces, les professionnels de la réassignation sexuelle admettent à demi-mot un phénomène embarrassant. Les enfants qui enchaînent bloqueurs de puberté et hormones sexuelles contraires sont condamnés à l'immaturité sexuelle, ce qui compromet leur transition. D'une part parce qu'il n'y a pas assez de tissu humain pour réaliser l'opération, et d'autre part parce que faute de puberté, les terminaisons nerveuses ne se sont pas développées. I would say that I have a girl brain and boy body, and I think like a girl, but I just have a boy body, and it's different than you. La série de télé-réalité américaine I Am Jazz met en spectacle la transition de Jazz Jennings, un petit garçon qui n'était pas conforme aux stéréotypes de genre. La vie quotidienne de Jazz et ses parents fournit une publicité phénoménale aux industriels de la réassignation sexuelle, devant des millions de téléspectateurs. One day, she came up to me and she says to me, "Mommy, will you do my hair for me? Can you make it into 2 ponytails?" And I made like these 2 Pippi Longstocking ponytails. She was so cute and she just looked at me and she says, "Mommy, I love you and I love my hair." And every time I say that, I just never forget her looking up at me and she was so happy. And I got it. I was like, okay, I'm gonna do whatever it takes to make you happy. Malgré les millions de dollars et les paillettes, le parcours de l'icône trans est loin d'être rose. Jazz lutte contre des problèmes d'obésité récurrents, liés à ses traitements hormonaux qui coupent la satiété. Il est également sujet à des épisodes de dépression. At the beginning of high school, I did go through an emotional depression. I have depression myself. Comme tous les enfants placés sous bloqueur de puberté, Jazz restera toute sa vie sexuellement immature, ce qui a compromis sa conformation sexuelle. En effet, pour créer un faux vagin, il faut utiliser la peau, les chairs et les terminaisons nerveuses d'un pénis adulte. Sur un pénis d'enfant, cela ne fonctionne pas. Dans un épisode de la série qui lui est consacré, Jazz subit une vaginoplastie compliquée, qui nécessitera plusieurs interventions de rattrapage. Elles sont effectuées par un chirurgien transgenre, star des vaginoplasties, Marcy Bowers. Après 3 opérations successives, Jazz prend conscience de l'inévitable. Il ne pourra jamais éprouver d'orgasme. I feel like I've already lost the aesthetics, you know. Hopefully after this revision, it'll look good once it heals. But if I lose some of my sensation and nerve endings, I might never experience an orgasm. I guess it's goodbye time. As a specialty, we've maybe done a handful of pubertally suppressed adolescents as a field, and no one's published on it yet. OHSU we're just putting our first series together as we're kind of learning and figuring out what works. But it's really changing things because you don't have enough tissue to line the vaginal canal. So you either have to take a skin graft or take skin from elsewhere or use some artificial product. The way that we're dealing with it is by using a robot, and we're basically performing intra-abdominal components of the surgery. So we're using peritoneum, which is the inner lining of the abdomen, to line most of the vaginal canal.
And by doing that, that allows us to use all of the remaining tissue externally to create a vulva and try to make also an aesthetic result. That seems to kind of be where our field is heading in terms of dealing with those challenging cases where there is a paucity of tissue to use. Because there's just so little that's really been talked about or described. And as more suppression's coming through, like it's coming right at us. So as a field, like we all kind of need to be aware and start thinking about how we can optimize these outcomes. And it's challenging because there's this question of how does that factor into consent when you're consenting someone for pubertal suppression? And then it's also hard to have that conversation with someone that maybe hasn't went through puberty or ever engaged in sexual activity. It's a really tricky thing. And when it comes time to actually do surgery, if an individual does go through suppression and ultimately is in their latter teenage years and wants a vaginoplasty, not only are you facing the struggle of not having a lot of tissue to work with, but that tissue hasn't been under the influence of testosterone, which definitely affects some things. And then a lot of patients, just from psychosocial issues and the dysphoria that they're experiencing, may have not had the opportunity to have a sexual partner. And more often than not, there's been almost no genital engagement in terms of self-stimulation or masturbation. So then trying to assess things like erogenous outcomes after a surgery when someone's never had an erogenous experience in their life is incredibly difficult because they don't really have a baseline to compare it to. You know, long-term, we want people not only to have relief of dysphoria, but have like a functional and satisfactory great sex life too. And it's a very complicated issue. And I'm not sure there's like one answer for everybody, but I think definitely something that we're going to learn a lot more about in the next 5 to 10 years as we're doing just increasing numbers of these cases. And what do puberty blockers do? It means it completely blocks the production of your sex hormones. So obviously a man, you normally have lots of testosterone. You take puberty blockers, your testosterone falls to nothing, or almost nothing. Remember that this has never been licensed to treat gender dysphoria, so it's an off-label use of the drug. So there's never been any randomized clinical trial, and there's a lot of evidence that, particularly when it's begun early, that this leads to severe consequences down the line. For example, you create adults who can't orgasm, adults with no sexual desire. Because obviously, if you start at the very early stages of puberty, the child will never go through the normal process of sexual development that you go through in adolescence. Now that's a massive, severe consequence. Un enfant, en fait, ne pourra jamais consentir à ce traitement symptomatique. Un enfant, avant la puberté, n'a aucune conscience du choix qu'il fait, soi-disant, quand il choisit de peut-être ne jamais avoir de plaisir sexuel, de ne jamais avoir d'orgasme, et surtout de ne jamais pouvoir enfanter, donner la vie à un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, en tant que père ou en tant que mère. Et donc, un enfant ne peut pas décider de ne pas avoir d'orgasme et ne peut pas décider d'être stérile. Un adolescent qui, lui, a connu le plaisir sexuel, ne peut, lui non plus, pas consentir à ne jamais avoir d'enfant, à être stérile à vie. Et il ne se rend de toute façon pas compte qu'il pourrait ne plus avoir de plaisir sexuel parce que ce n'est pas quelque chose qu'on leur explique clairement. Donc, un enfant et un adolescent ne sera jamais capable de consentir. La première génération d'enfants placés sous bloqueur de puberté au stade Tanner 2, autrement dit vers 8-9 ans, arrive aujourd'hui à l'âge adulte. Les garçons ont un passing féminin quasi parfait, mais ils sont stériles et anorgasmiques. Peut-on se contenter d'être une image pour être heureux ? L'un d'eux vient d'assassiner son père et sa sœur à coups de marteau. Nicky Secondino était pourtant parfaitement intégré socialement. Il débutait une carrière de mannequin. Quelque temps avant le drame, il s'est plaint dans cette interview vidéo de n'avoir aucune sensation dans l'entrejambe. Incapable de nommer son pénis, il en parle de façon lointaine et désincarnée, comme d'une chose dissociée de son corps. It was useless, like it was just there to be there. You know, and even as I really didn't go through puberty per se, but like, because I was on estrogen and stuff, but it never functioned the way something like that should function. Like I never felt the urge to explore that area or, you know, go down that path. It just didn't feel right to me. You want to grow up to be like them? Mama says I might grow up to be the president. Yeah? What would you change about the world if you were president? Let chance people be
and go to the bathroom. They want to go to... Le protocole de réassignation sexuelle précoce des enfants supposés trans est basé sur une seule étude hollandaise, le Dutch Protocol, dont les résultats n'ont jamais été répliqués. Cette étude a été financée par le laboratoire Ferring, leader sur le marché mondial des hormones de synthèse et fabricant du gonapeptyle, une molécule analogue au décapeptyle, bloqueur de puberté commercialisé en France. Dans cette étude fortement biaisée, le traitement a été administré à un petit groupe de 50 jeunes majeurs déjà pubères, triés sur le volet, sans aucun groupe contrôle. Les effets ont été mesurés sur quelques mois, sans suivi dans la durée. Un participant de l'étude est décédé de ces traitements de réassignation sexuelle, décès qui n'est pas pris en compte dans le résultat final. Le Dutch Protocol, compilation de biais méthodologiques, n'a aucune valeur scientifique. On a une offre de services conséquente, que ce soit à la fois sur le plan médical, sur le plan des traitements pour la transition ou sur l'accompagnement social. Le phénomène des enfants trans est extrêmement récent. C'est une pathologie iatrogène fabriquée de toutes pièces par les adultes. Elle est en croissance exponentielle. Aujourd'hui en France, des adolescentes mal dans leur peau se font retirer les seins à tour de bras dans les services spécialisés. Un travail à la chaîne qui résulte d'une contagion sociale explosive et de la généralisation du modèle transaffirmatif. Valider médicalement l'identité de genre de quiconque en fait la demande, sur la simple foi de l'autodéclaration. Tous les gamins en souffrance sont amenés à penser que leurs problèmes viennent du non-alignement de leur identité de genre avec leur sexe biologique. La plupart de ces enfants souffrent de troubles du neurodéveloppement ou de pathologies psychiatriques émergentes. D'autres sont victimes de harcèlement scolaire, de violences sexuelles ou encore se découvrent homosexuels. Tous ces gamins en souffrance sont manipulés par des adultes militants, drogués à la dissociation cognitive. Gender is a personal identity. Chloé Cole était en cours de diagnostic d'autisme, mais celui-ci a été écarté au bénéfice de sa supposée transidentité. Une étiquette qui a effacé tout le reste. Over the past decade, there has been as high as a 4,000% increase in children being referred to so-called gender clinics across the United States. I was one of these children. My name is Chloe Cole, and I am an 18-year-old former transgender child. I transitioned from the age of 12 up until 16 when I realized it all was a lie. À la tête de l'organisation transactiviste anglaise Mermaid, Suzy Green a mené un prosélytisme forcené en faveur de la réassignation sexuelle précoce des mineurs. I had a very sensitive, quite effeminate little boy who was probably gay. But Jack's dad did not approve of our child's effeminate behaviour. And it created such tensions that we ended up in couples counselling. Dans cette vidéo TEDx, elle révèle que le fait d'avoir un garçon homosexuel efféminé déplaisait fortement à son mari, au point de mettre son couple en danger. At 7 years old, Jackie was referred to the Tavistock, which is the NHS clinic that supports children and young people with gender dysphoria, and received a diagnosis of gender dysphoria. Oh, really? Not a big surprise. Au lieu d'aider son fils à assumer sa différence, être fier d'être gay, la solution a été de considérer que Jack était Jackie, une fille née dans le corps d'un garçon. I think I was 5 years old when I said to my mother, like, God's made a mistake. I shouldn't. This isn't me. I'm wrong. Le mouvement transidentitaire contribue à conformer les jeunes homosexuels à une hétérosexualité de façade, à coups de castration chimique et chirurgicale. Sous la houlette de Suzy Green, Mermaid est devenu le leader mondial du modèle transaffirmatif des enfants en questionnement de genre. L'organisme est sous le coup d'une enquête judiciaire au Royaume-Uni pour avoir procuré aux enfants des traitements dangereux sans en informer les parents et pour avoir embauché 2 cadres ouvertement pédophiles. Geneviève Gluck, cofondatrice du média Redux, et son équipe ont découvert qu'un administrateur de Mermaid, Jacob Breslow, avait écrit pendant des années des articles pour un blog pro-pédophile. Il a prononcé un discours pro-pédophile lors d'une convention de l'association Before You Act, dont l'objectif est de légaliser les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Darren Muse était responsable marketing digital de Mermaid. Cet adepte du porn art attirait les enfants trans sur une partie de la toile non sécurisée et n'hésitait pas à se mettre en scène dans des poses ouvertement sexualisées. What do we want? Trans rights! When do we want them? Suzy Green et ses 2 employés ont été licenciés. Les animaux éprouvent des émotions. Ils se regroupent par affinité, se câlinent et ressentent du chagrin à la mort d'êtres chers.
L'espèce humaine est désormais incapable de réguler ses émotions, aux prises entre une insensibilité croissante et des crises de rage incontrôlables. C'est aussi la seule espèce qui autorise les malades mentaux et les criminels à diriger la meute. That if they do anything to actually keep law and order, then fuck you! 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 Hey! Get your fucking... My choice! My choice! My choice! My choice! My choice! Let me tell you something about LGBTQ rights, about trans rights. This is only going in one direction. You will respect us. You can be upset. You can be angry. You can think it's unfair. You can feel like we're stealing something from you. But it's still only going in one direction. You will respect us. Certains parents me disent « mais je comprends pas, c'était un garçon, il jouait au foot, et puis tout à coup, du jour au lendemain, il est venu nous dire qu'en fait, il voulait être une fille, et qu'il n'était pas dans le bon corps, etc. » Et ils disent « mais il a été ensorcelé, ou il a été comme ça... Comme s'il y avait un prosélytisme, d'une oui, certaine manière. c'est comme s'il était rentré dans une secte, avec des associations très prosélytes qui, comme ça, voulaient le convertir, disons, à leur truc. Mais en fait... Quand on travaille avec eux, avec ces situations, on voit que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Que effectivement, c'est des jeunes qui avaient des interrogations depuis toujours, qui n'en parlaient pas, qui les masquaient, qui avaient beaucoup de honte par rapport à... Vers quel âge les enfants peuvent avoir ces ressentis, ces questionnements sur le genre? Alors, ça peut, disons qu'il peut en être question très jeune. Hein. On voit des enfants dès l'âge de 3 ans, en fait, dès que les enfants savent parler. Mais pour d'autres, ça peut être une question seulement à l'adolescence. La plupart des parents, ils viennent avec l'idée « j'aime mon enfant, je vois qu'il souffre, je veux l'aider, mais je suis perdu ». En France, les premiers psychiatres prescripteurs de ces traitements de réassignation sexuelle ont été des psychanalystes. À leur suite, de nombreux médecins se sont engouffrés sur ce marché extrêmement lucratif. Bloqueurs de puberté pendant quelques années, puis hormones sexuelles contraires à vie, mastectomie, pose d'implant mammaire, phalloplastie, métoïdioplastie, hystérectomie, orchidectomie, vaginoplastie, congélation du sperme et des ovocytes, chirurgies diverses de féminisation du visage, du corps, chirurgie de masculinisation du corps, épilation définitive, implants capillaires, chirurgie de la voix. Chaque parcours de réassignation sexuelle complet rapporte une centaine de milliers d'euros aux professionnels de la transindustrie. Ces chiffres sont 10 fois plus élevés aux États-Unis. Bonjour, je suis Anaïs Perrin-Prével, je suis coprésidente de l'association Outrans, qui est une association féministe d'autosupport pour les personnes trans. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la prise en charge des personnes trans dans les systèmes de soins, parce que très peu de médecins acceptent de prendre en charge des personnes trans, et quelques-uns encore acceptent de les prendre en charge seulement avec des attestations psychiatriques qui ne sont pas nécessaires ni légalement, ni médicalement. La transidentité est sortie depuis le 1er janvier 2022 de la classification internationale des maladies au titre des troubles de la santé mentale. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de demander des attestations psychiatriques. En mai 2013, le DSM-5 fait disparaître le transsexualisme de la classification américaine des pathologies mentales au profit de la notion de dysphorie de genre. En mai 2019, l'OMS supprime le trouble de l'identité de genre de sa classification des pathologies mentales, au profit du concept d'incongruence de genre. Dans tous les pays de l'Ouest, les transactivistes mènent un lobbying intense pour faciliter le remboursement des traitements de réassignation sexuelle à toute personne en faisant la demande. En France, le diagnostic de transidentité ouvre droit à une prise en charge à 100% des frais médicaux, dans le cadre de l'ALD 31, dite hors liste, pourtant réservée aux maladies graves et invalidantes. Depuis 2022, plus aucun certificat médical n'est obligatoire pour accéder au diagnostic de dysphorie de genre. D'année en année, les consultations pour changement de sexe augmentent de façon exponentielle. Les candidats sont de plus en plus jeunes. En 2007, j'avais 1 mois d'attente avant les opérations et j'avais une quinzaine d'opérations par an maximum. Et aujourd'hui, dans le service, on fait entre 200 et 300 opérations par an. Et j'ai 5 ans d'attente pour les vaginoplasties, 4 ans d'attente pour les phalloplasties actuellement. Est-ce qu'il n'y a plus de nouveaux cas chaque année ou est-ce que c'est des anciens cas qui se révèlent? C'est difficile à dire, mais il y a probablement quand même une augmentation globale du nombre de personnes qui veulent changer de sexe aujourd'hui. En avril 2023, la Haute Autorité de Santé réunit un panel d'experts pour émettre des recommandations sur la prise en charge médicale des personnes dites transgenres. Elles serviront de cadre aux médecins français. Le docteur Morel Journel, urologue au CHU de Lyon, coprésident de l'association Trans Santé France, pilote le groupe de travail.
Ce chirurgien est considéré comme le pape de la réassignation sexuelle en France. 95% de ces experts sont des professionnels de la transindustrie. Urologues, endocrinologues, psychiatres et personnes transidentifiées. Aujourd'hui, je le disais, vous êtes autrice, auteur. Moi, je dis autrice, mais bon. Un livre qui s'appelle Ce corps n'était pas le mien. Et surtout, vous êtes aujourd'hui coprésidente de l'association Trans Santé. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, il y a un congrès qui se déroule pendant 2 jours à Lyon qui permet d'aborder le problème de la santé, enfin le problème, en tout cas la situation de la santé des personnes trans avec les familles, etc. Si on devait en résumer en une phrase, ce congrès, c'est des rencontres essentiellement? Non, c'est aussi des présentations. En fait, il y aura des médecins, des personnes concernées, des associations qui vont évoquer notamment les nouvelles recommandations qu'on espère avoir prochainement au niveau de la France concernant justement l'accompagnement médical des personnes trans. Alors, on n'est pas malade, hein, mais simplement, on a besoin... Comme Béatrice Denas, présidente de l'association Trans Santé France, tous défendent le modèle transaffirmatif, en vertu duquel toute personne se déclarant transgenre doit être considérée comme née dans le mauvais corps et avoir accès au traitement de réassignation sexuelle sans aucune condition d'âge, de préexistence de pathologie mentale et sans que soient questionnées ses motivations. Qu'aujourd'hui, parfois, sont en contradiction avec certains combats féministes, puisque pour certains féministes, défendre les femmes transgenres, ça n'est pas un acte féministe, puisqu'ils ne reconnaissent pas les femmes transgenres comme étant des vraies femmes. À la HAS, aux côtés de Trans Santé France, la deuxième association la plus représentative est Accept ST. Son directeur est Giovanna Rincon, ancien prostitué travesti en retraite. Il est également porte-parole du STRAS, syndicat autoproclamé qui milite pour la dépénalisation du proxénétisme sous toutes ses formes et la légalisation de la gestation pour autrui. Aujourd'hui, le défi qu'avons nous les femmes transgenres dans le mouvement féministe, c'est de leur dire que nous avons le droit aussi à notre famille, à fonder nos vies de couple, à penser à la parentalité, à pouvoir bénéficier aussi des méthodes qui puissent nous permettre de concevoir nos propres familles et de pouvoir questionner la PMA aussi pour les femmes transgenres, mais aussi de pouvoir parler. Je ne dis pas revendiquer la GPA, mais de pouvoir seulement en parler de la GPA. Un autre défi que nous lançons en tant que femmes transgenres, c'est de dire oui, mais à condition qu'on soit capable aussi de respecter l'autodétermination des femmes transgenres qui souhaiteraient se reconnaître dans le travail du sexe. On sait parfaitement que les mêmes personnes qui sont derrière les assos transidentitaires, transactivistes, qui promeuvent le droit des femmes trans, en fait, c'est les mêmes qui sont derrière les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, qui sont en fait du coup des associations et collectifs qui défendent notamment la dépénalisation du proxénétisme. Donc moi, je considère que ce sont des associations proxénètes qui défendent non pas le droit à la prostitution, mais le droit au proxénétisme, ces assos-là. Donc en fait, il y a un lien évident, mais il suffit de regarder les personnes qui sont dans les associations. Par exemple, très récemment, il y a une requête qui a été déposée et qui est en train d'être examinée devant la CEDH, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, contre la loi abolitionniste française donc, qui protège les prostituées en France. Si on regarde de près qui sont les associations derrière cette requête, 70% ce sont des associations LGBT, mais en fait T. Donc il y a cette instrumentalisation en fait aussi de la cause homosexuelle qui est devenue cause gay, et donc derrière la cause gay, il y a les questions de GPA également. Et en fait, on observe que les mêmes personnes qui défendent les droits des femmes trans à se prostituer en plus, alors que bon, ça c'est pas un droit, c'est une exploitation, et les droits des personnes homosexuelles, c'est les mêmes qui donc défendent le droit des hommes gays à acheter des enfants par GPA, et qui refusent de parler d'exploitation sexuelle, qui est quand même 90% de ce qu'on observe dans la prostitution, c'est-à-dire le trafic d'êtres humains. Alors qu'en dehors de nos frontières, les scandales et procès se multiplient, poussant de nombreux pays à renoncer à la transition sexuelle des mineurs, ce groupe de travail avance en terrain conquis, ne laissant place à aucun discours critique ou contradictoire susceptible de faire barrage au modèle transaffirmatif.
Les médecins leaders de la transindustrie en France se réfèrent à l'autorité de WPATH, syndicat mondial des professionnels de la réassignation sexuelle. WPATH préconise de lever toutes les barrières liées à l'âge pour favoriser l'autodéclaration du genre. Elle ouvre très largement le parapluie transidentitaire avec le concept d'identité non-binaire. Le concept de non-binarité permet d'offrir des services médicaux à n'importe quelle personne, ne se reconnaissant pas dans les stéréotypes de genre, même si celle-ci n'a aucun désir de s'identifier à l'autre sexe. Curieusement, les identités non-binaires sont supposées nécessiter autant de transformations chirurgicales que les transgenres, augmentation mammaire chez les hommes, ablation des seins chez les femmes, et d'autres plus originales comme l'ablation des tétons. I don't know who needs to hear this, but top surgery is for anybody. There's no template for what you must look like after top surgery. What makes life so beautiful is the diversity in its people. And those who are post-op top surgery are no different. Top surgery isn't limited to one gender, one expression, one style. The only one thing that we all truly share is freedom. Nous avons maintenant des patients qui se disent être des animaux, par exemple. J'ai un patient qui se dit être un chien. Alors je me dis, ok, c'est une continuation de ce type de croyances qui sont fausses, hein, parce que si on est un garçon biologique, on est un garçon biologique, et si on est un être humain, on n'est pas un chien. Et donc, on en est dans une validation de délire, en fait. C'est une croyance qui n'est pas dans la réalité. Donc, vous avez des schizophrènes qui pensent qu'ils sont poursuivis par le FBI. Okay, ça, on sait que c'est faux et on ne va jamais aller dans leur sens. On va aller dans leur sens pour ne pas les perturber en consultation, mais on va aussi leur donner un traitement, symptomatique d'ailleurs, pour arrêter ce délire. Mais bizarrement, pour ces enfants, on n'ose pas. On n'ose pas leur dire que ce n'est pas normal. On n'ose pas leur dire que c'est un symptôme de maladie mentale qu'il va falloir traiter. Et donc, on va avec ce type de symptômes et on valide ce délire, ce qui évidemment est complètement contre-productif. Et on ne va pas aider ces patients, surtout si jeunes, parce que l'important, c'est de traiter les enfants et les adolescents à un moment donné où ces croyances sont facilement réversibles. Avec la bonne thérapie, parfois avec la bonne médication temporaire pour aider à la thérapie, il y a tout à fait moyen de les réconcilier avec leur corps d'être humain quand ils se croient chiens ou avec leur sexe biologique quand ils se croient trans. Parce qu'il n'existe plus aucun garde-fou en matière de militantisme trans, des chirurgiens ont inventé le concept de nullification sexuelle, ou nullo. La démarche consiste à couper tous les organes génitaux des hommes, de façon à ce que leur entrejambe soit aussi lisse que celle de la poupée Ken. La nullification crée une transition relativement continue et pratiquement ininterrompue de l'abdomen vers la région génitale, permettant aux patients de genre non conforme de se sentir validés et confiants dans leur corps. Dans ses 8e recommandations émises en septembre 2022, WPATH inclut désormais l'identité eunuque, homme vers eunuque, sous la bannière de l'identité de genre. L'Organisation mondiale des professionnels de la transindustrie préconise la castration complète, pénis, testicules et scrotum, des hommes s'identifiant au genre asexuel. WPATH compte parmi ses membres Thomas W. Johnson, professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Californie. Celui-ci a convaincu l'organisation d'élargir le concept d'identité de genre aux sadomasochistes fétichistes de l'émasculation.
Thomas W. Johnson a été récompensé par WPATH pour avoir considérablement élargi la définition de la transidentité. Pour justifier l'inclusion des candidats à la castration intégrale au bataillon des transidentités, WPATH s'appuie sur un site, The Eunuch Archives, les archives de l'eunuque. La journaliste Geneviève Gluck, cofondatrice du site Redox, est parvenue à craquer ce site et examiner son contenu. Celui-ci héberge près de 3000 documents de fiction pédopornographique, des récits incluant des fantasmes de viol, de torture et de meurtre d'enfants. Dans certains récits, des enfants prépubères sont violés par des médecins. Dans d'autres, ils sont castrés de force au cours d'un rituel de torture sadique à caractère sexuel. Redox révèle que pendant 2 décennies, Thomas W. Johnson a été membre actif de ce site sous le pseudonyme Jésus. Geneviève Gluck est parvenue à identifier 2 autres universitaires impliqués dans la révision des standards de soins de WPATH. Richard J. Wassersug, professeur honoraire à l'Université de British Columbia, a utilisé pendant 20 ans le pseudonyme Unukik, et le Dr Christer Hildal Villette, celui de Sister Christer. Le voici dans ses œuvres. Hey, this is Sister Christer with an important message for all of you boys and girls out there, all sexes. It's about cock condos. You know, these things, you know. I may not have much use for these things anymore, but you know, you gotta have a condominium for your cock. You gotta have a place to park it. You know, most of you boys spend a lot of time and effort and money making sure you're the best dressed boys in town. Well, when you're all done chasing around and whoring at the end of the night, you're heading home with your trek. You gotta make sure you got the best dressed penis in town. Les transgenres sont peu à peu concurrencés par les non-binaires et les agenres, à mesure que la mode des hommes eunuques se répand sur la toile et dans le monde. La démarche est d'autant plus sérieuse que Transsanté France a inclus l'eunuquisme au programme de son congrès de novembre 2023. Alors, quand on entend parler de l'eunuquisme au premier abord, ça laisse sans voix, c'est assez sidérant. Enfin, moi, déjà, rien qu'à voir et entendre l'ablation des tétons, ça m'a fait penser à une version minorée de l'ablation du clitoris, qui est considérée, il y a un consensus pour dire que c'est une mutilation sexuelle absolument atroce. Quand on propose à des personnes qui sentent mal dans leur corps de faire une ablation de leur partie génitale, d'aller dans le sens de leur rejet de leur corps et de leur corps sexué, après, c'est vrai que l'eunuquisme, finalement, c'est dans la même logique. Je pense que ces médecins qui font des ablations de seins de jeunes filles de 14 ans, c'est pas très compliqué de les persuader qu'en fait, il existe des patients qui sont en fait des eunuques et qu'il faut carrément leur couper le sexe. Ce sont les mêmes, finalement. À partir du moment où on a décidé qu'il existait des identités qui sont plus liées à la réalité du corps, donc je peux avoir ce corps tout en me proclamant homme sur la simple base d'un discours ou d'un ressenti. Après, forcément, dès qu'on décorrèle l'identité de la réalité du corps, on peut dire qu'on est non-binaire et on peut inventer des noms, les xénogenres, les je ne sais quoi. Et puisque on est tellement décorrélé du corps qu'on va mutiler ce corps pour coller à un mot, finalement, parce que une femme qui se dit homme, en fait, homme, ce n'est qu'un mot. Et bien ensuite, pourquoi pas l'eunuquisme? Pourquoi pas, effectivement, se dire non, mais je n'ai pas de genre, donc je mutile mon sexe pour coller à cette identité d'une personne qui n'aurait pas de genre, donc pas de sexe. Et effectivement, après, on autorise tout, et les pires mutilations.
Nous n'avons pas besoin d'apprendre le langage des animaux. Pour communiquer avec eux, il suffit de fermer le robinet des ruminations mentales et s'ouvrir à la perception du monde réel. Hélas, nous sommes des animaux dénaturés, qui faisons subir à nos enfants les souffrances infligées aux autres espèces. Coming out trans, dysphorie, injection de testostérone, personne transgenre, transidentité de personnes FTM, dans ta culotte, comment ça se passe? testostérone. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Femme, née dans le corps d'un homme. Plus les enfants sont transitionnés jeunes, plus ils rapportent à une industrie dont le chiffre d'affaires croît de façon exponentielle, parallèlement à l'inflation des demandes.